Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, vous êtes sur Free Matin, votre émission d'information et de divertissement à suivre dans un instant, la une des journaux avec Enoch Laradé. Le journal sera présenté par Aurel Kwasi, le débat Kader Achirou, on le fera, ce sera un sujet de société, et puis Amifat Boukari pour boucler la boucle, on parlera évidemment de l'horoscope. Bienvenue à tous. Les parutions nous sont livrées ce matin et nous démarrons par La Nation. Et donc, Laradé, bonjour. Bonjour, Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour « Amélioration dans la fourniture d'électricité à Cotonou, les postes de réparation de l'énergie rénovée ». Et puis, le matinal, réunion du bureau politique de la Renaissance du Bénin a Abomey ce jour. Les réformistes contournent Léadi, Sogle et puis Fraternité. Crise à la Renaissance du Bénin, Léadi Soglo sur la braise. Info plus de ce jour titre développement des 5 villes du Grand Nokwe, Adjovi, Bada, Zossou. Enfoy Léadi prêt à signer la convention. Et puis Soleil Levant, modernisation des 5 villes du Grand Nokwe, 5 mai prêt à booster le développement de leur commune via Patrice Talon. L'actualité qui titre ce jour sortie médiatique du ministre Adiatou Matis mardi dernier lâche un package pour redynamiser le social bénin. Et puis le matin, sortie médiatique de la ministre Matis Adiatou, le social, l'as majeur du PAG, l'économiste 52e assemblée annuelle du groupe de la BAD, Talon en mission pour le financement du PAG. Palmarès, échec du mouvement de débrayage à l'aéroport de Cotonou, le sens d'anticipation du ministre Romain a payé. Et puis Nord Sud Quotidien, atelier parlementaire de l'APF, les députés à l'école des droits de l'homme. Merci à vous, Enoch Laradé. C'était là la une des journaux qui sont parus sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui. On rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques partout au Bénin. L'infertilité, source de divorce au Bénin. Pourquoi? C'est la question qui fera l'objet du débat dans un instant avec Kader Achirou et donc Laradé. Mais avant, voici tout de suite et maintenant Aurel Kwasi qui nous présente le journal sur Free Matin. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Amis internautes, bonjour. Enjeux économiques et conséquences environnementales pour le développement du Bénin est le thème qui a fait l'objet de la première édition du Salon de la logistique et des transports au Palais des Congrès de Cotonou. Initié par Eloge Nanga, l'initiative vise à offrir un cadre d'échange à tous les acteurs de la chaîne de transport et de la logistique pour des discussions franches. Eloge Nanga, commissaire du dit salon. Le Salon de la logistique et des transports, c'est juste un creuset qu'on a mis à la disposition des différents opérateurs du secteur du transport et de la logistique. Je dis bien et de la logistique parce qu'en réalité la logistique c'est tout autre domaine. Et donc c'est un salon qui donnera la possibilité à ces différents opérateurs de pouvoir échanger, de pouvoir discuter sur l'avenir du domaine. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez autour de nous, il y a une autre forme d'économie qui se développe, l'économie des transports, et le Bénin peine à faire décoller son économie de transport. Et donc, nous n'allons pas forcément attendre les pouvoirs publics. Certes, les pouvoirs publics vont créer les conditions, demander aux opérateurs économiques, venez investir dans l'économie des transports. Et donc, quand les opérateurs viennent dans ce salon, ils vont discuter, ils discuteront et présenteront une feuille de route au pouvoir public pour dire nous voulons que l'économie des transports soit visible, mais nous souhaiterions ces différents points-là. Et ces différents points seront transformés en projets de développement. Vous voyez, je prends l'exemple du trafic fluvial-lagunaire au Bénin. Aujourd'hui, avec les différents embouteillages qu'il y a entre la Kassato et Cotonou très tôt le matin, nous devons aller vers le transport fluvial-lagunaire pour donner plus d'assurance aux différents usagers et pour utiliser l'eau, l'espace d'eau que nous n'utilisons pas ou que nous utilisons avec tous les risques. Aujourd'hui, quand nous aurons à utiliser l'espace fluvial-lagunaire, quand nous utilisons le moyen de transport fluvial-lagunaire, nous allons réduire les différents embouteillages que nous remarquons dans nos routes. Nous allons réduire aussi
l'utilisation des infrastructures routières qui s'affaissent davantage. Parce que quand les infrastructures sont construites pour 50, 10 ans et que les camions passent sur ces infrastructures, c'est sûr et évident que ça va diminuer leur durée de vie, si je peux m'exprimer ici. Et donc, dans ce salon, c'est un creuset pour échanger, c'est un creuset pour discuter, c'est un creuset pour apporter des innovations pour que l'économie des transports au Bénin soit visible et que ça ait, qu'on ait des opportunités à tirer dedans, qu'on ne se focalise pas trop. Je dis bien qu'on ne se focalise pas trop, sachant très bien que l'agriculture est aussi et normalement le seul dans lequel nous devons normalement faire assez d'efforts pour développer une nation. Et donc l'économie des transports aussi constitue un domaine très fort que moi j'appelle différents les opérateurs économiques à s'investir. Les députés béninois sont à l'école de leur rôle dans la protection des droits de l'homme. Si communication sur des thématiques pertinentes vont meubler ces 48 heures de travaux sur le thème le Parlement et les droits de l'homme. Ceci en présence du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Wongbeji, reportage. Organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ce séminaire de 2 jours vise principalement à permettre aux députés de la 5e législature de mieux cerner leur rôle dans la préservation des droits de la personne humaine. Ainsi, les thématiques liées entre autres aux mécanismes nationaux de prévention de la torture dans l'espace francophone, mais aussi l'enregistrement universel des naissances et la question des enfants sans identité seront abordés au cours des travaux. Ceci en présence de plusieurs spécialistes internationaux. Ce séminaire parlementaire, organisé avec le concours de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'UNICEF, que je remercie sincèrement, tend à améliorer le fonctionnement de nos parlements, ce que nous appelons la démocratie au quotidien. Aujourd'hui, plus que jamais, l'affermissement de la démocratie repose sur les femmes et les hommes politiques. Conscient de ces enjeux, vous avez choisi, dans le cadre de ce séminaire, de travailler sur des questions essentielles pour le bon fonctionnement de nos institutions. Le rôle qu'ont les parlementaires dans la protection des droits de l'homme et particulièrement le suivi de l'examen périodique universel, EPU, le renforcement des institutions nationales des droits de l'homme, la prévention de la torture et l'abolition de la peine de mort. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé les actions à mener en tant que parlementaire pendant ces 2 jours de travaux afin de garantir convenablement la protection des droits de l'homme au niveau national et international. Les parlementaires que nous sommes doivent veiller, grâce aux prérogatives que nous confère la Constitution, à la promotion des droits de l'homme et indiquer le cadre législatif approprié susceptible de faciliter la mise en place d'institutions nationales des droits de l'homme dotées de ressources suffisantes pour leur permettre de s'acquitter convenablement de leur mission. En vertu de ces pouvoirs constitutionnels, nous devons donc favoriser le respect, la protection et la pleine application des dispositions contenues dans les principaux instruments relatifs aux droits de l'homme. Soulignons que le présent séminaire prend fin demain à Cotonou. Le secrétaire général de l'OIF souhaite par ailleurs que ce séminaire resserre les liens entre le Parlement béninois et l'institution dont il a la charge. Ceci en termes d'échange et de renforcement des capacités. Selon la nouvelle enquête réalisée par le projet Afrobaromètre, les Béninois deviennent de plus en plus tolérants au plan social et sur les questions de l'égalité des genres. Depuis plusieurs années, cette structure réalise des séries d'enquêtes d'opinion publique sur la démocratie et de la gouvernance du Bénin. Les résultats des enquêtes de l'année 2017 ont été donnés hier. Suivez donc ce compte rendu. Comparativement aux résultats de 2014, celui de 2017 relève que la grande majorité de Béninois déclarent n'avoir jamais été discriminés ou harcelés à cause de leur appartenance religieuse ou ethnique, de leur sexe ou handicap dont ils souffrent. Ainsi, de 2014 à 2017, la tolérance sociale des Béninois aurait augmenté de 50% environ, selon les résultats issus de la nouvelle enquête réalisée par le projet Afrobaromètre. La preuve que la démocratie est effectivement en marche au Bénin. Au Bénin, les niveaux de tolérance se sont accrus entre 2014 et 2017. Nous avons par exemple trouvé que plus de Béninois déclarent être tolérants vis-à-vis des personnes, des immigrés ou travailleurs étrangers, des personnes d'un autre groupe ethnique, d'un autre groupe religieux, mais très peu de Béninois semblent
manifester leur tolérance vis-à-vis des homosexuels, des gens qui ont une orientation sexuelle et personnelle. Afrobaromètre est un projet d'enquête et de recherche non partisan dirigé en Afrique qui mesure les attitudes des citoyens sur la démocratie et la bonne gouvernance, l'économie, la société civile et d'autres sujets. Afrobaromètre est connu de tous et reçoit ici les encouragements de Ralmer Gandaro, président de l'ONG Changement Social, pour ses réalisations d'enquête d'opinion publique sur la démocratie et la gouvernance en Afrique et en particulier au Bénin. C'est toujours important aussi d'avoir dans vos rapports des éléments qui quantifient en fait l'observation. Et c'est là tout l'intérêt en fait d'une synergie avec Afrobaromètre pour rendre plus pertinent nos différents rapports. Nous sommes engagés au niveau international dans une communauté internationale de valeurs et de principes. Et nous sommes régulièrement évalués devant les organes de traité, devant le Conseil des Nations Unies, devant les mécanismes régionaux par rapport à la performance des politiques publiques et relativement aux questions, en l'occurrence celles dont nous allons traiter ce matin. Et dans cette perspective-là, c'est toujours intéressant d'avoir des éléments vraiment d'appréciation objective. Il est vrai que ce n'est pas totalement exhaustif, mais c'est déjà bien d'avoir ces éléments-là. Et c'est là tout l'intérêt de travailler avec Afrobaromètre. Même si un travail reste encore à faire, ces résultats de l'année 2017 permettent d'apprécier un niveau d'union sociale gage de la stabilité et de paix au Bénin. 24 heures après la signature de la convention État-commune par le maire Léadi Soglo, les élus communaux de la ville vitrine étaient face à la presse hier. L'évolution du cadre de vie étant l'enjeu de la mission de la municipalité de la ville de Cotonou, les conférenciers ont indiqué qu'ils soutiennent les projets de convention initiés par le gouvernement. Ils ont par ailleurs salué l'initiative gouvernementale de porter un coup d'accélération à la réalisation des grands travaux dans la capitale économique du Bénin. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation. Nous sommes vendredi. Bien sûr. Quand vous comptez passer le week-end? Ça va venir. Vous allez vous reposer surtout, parce que la semaine a été vraiment chargée. Vraiment, franchement. Avec TV, ce n'est pas toujours facile. Merci à vous, Aurel Kwasi. Nous allons passer au débat avec Kader Achian. Dans le débat sur Frématin, Kader Achirou, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Frématin. Alors, Enoch Laradi, est-ce que l'infertilité peut représenter une source de divorce au Bénin? Au Bénin, je crois, oui, c'est ce qu'on observe, alors que c'est ce qui ne devait pas être. Parce que quand vous faites le mariage, vous promettez à l'église et devant le maire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, si la promesse étant une dette, donc vous restez là-dedans, même si la femme ne donne pas l'enfant, ou bien si c'est l'homme, voilà, oui. ou bien si c'est l'homme qui n'est pas fertile. Je crois qu'il faut se comprendre. Et encore que de nos jours, la technologie la médecine a tellement évolué pour qu'on dise qu'une personne n'a pas est infertile ou bien l'autre, parce qu'on peut faire, comment on appelle, on peut provoquer des grossesses, on peut il y a des systèmes de fécondation in vitro. Oui, voilà, même en Europe, il y a les mères porteuses, voilà, ça a donc, vraiment évolué. Si quelqu'un n'a pas d'enfant maintenant, je crois que c'est la pauvreté carrément, parce que si vous avez des millions, vous pouvez avoir votre enfant. Si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens, les millions, vous pouvez avoir votre enfant. Donc, les pauvres ont toujours tort finalement. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Et je crois que je ne sais même pas si le paradis appartiendra aux pauvres, parce que tout suite, ça, rien ne les arrange. Et encore la grossesse ou encore l'infertilité ne doit pas être source de divorce ou bien. Mais c'est ce qu'on observe dans les familles. Et encore. Et si votre femme n'arrive pas à concevoir, est-ce que vous êtes prêt à la garder malgré les pressions familiales? Je me le dis déjà avant de me marier, que peut-être un jour, on ne le sait jamais, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Si ma femme n'arrive pas à donner un enfant, ou bien moi aussi, je n'ai pas su. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'enfant, donc je ne sais pas mon état actuellement. Il faut se marier avant. Vous allez faire un spermogramme pour connaître votre état? Non, mais au-delà de tout ça, c'est Dieu qui donne l'enfant. Évidemment, oui. Si Dieu ne l'accorde pas, je crois qu'on va rester. Pour moi, je ne sais pas pour la femme, elle peut divorcer, mais moi, je reste comme ça avec la femme. Je crois que c'est mieux.
parce que ça peut torturer la conjointe. Un digne fils de votre localité, un digne fils de votre localité peut faire ça? Oui, on y reviendra. Kader Achirou, est-ce que l'infertilité peut être source de divorce? Concernant l'infertilité, je crois que ça peut ne pas être source de divorce, ça dépend de qui est infertile. Si c'est l'homme qui est infertile, je pense que ça peut être source de divorce, parce que je ne vois pas ma fille aller épouser un homme et qu'elle ne puisse pas arriver quand même à reproduire. Quand c'est le cas chez la femme, je pense que l'idéal serait pour l'homme quand même de prendre une seconde épouse pour y parvenir. Tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez évoqué le fait que les pauvres n'ont pas la chance. Je pense que quand on parle d'infertilité, je pense que c'est le fait que l'intéressé, quelles qu'en soient les méthodes ou créativité qu'on peut mettre en place, il ne peut plus produire. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas une faute personnelle. Parfois, c'est des causes divines, c'est Dieu qui a peut-être créé l'être ainsi. C'est vrai que les gens disent généralement que Dieu n'a jamais fait quelqu'un comme ça, que tout le monde est venu parfait. Bien sûr. Mais je pense que parfois, Dieu sait faire ces choses, parfois il le fait. Mais pourquoi il le fait. En Europe, par exemple, vous savez, personne n'est jamais infertile en Europe? Observez bien. Non, non, il arrive. Les plus grandes stars ont eu des enfants. Elles peuvent prendre le temps que ça va prendre. Non, quand on parle d'infertilité, c'est ça que je dis et je pense. Je pense qu'il y a une nuance qu'il faut faire entre ceux qui atteignent d'abord la ménopause avant de se marier et qui après, par des recours et comment on appelle médicinal, arrivent à reproduire, et ceux qui sont vraiment de nature infertile, qui, quel qu'en soit ce que vous allez faire, parce que quand on parle d'infertilité, quand on dit un seul infertile, c'est des cas très rares en Europe. Pourquoi? Si c'est Dieu qui a fait ainsi et que c'est Dieu qui a créé les blancs aussi, bien sûr. Le problème, c'est que ceux qui sont peut-être infertiles ne sont pas peut-être très stars, ne sont pas peut-être très reconnus. C'est ça que c'est des cas vraiment très rares, parce que les blancs, ils ont pu canaliser les choses par rapport à l'infertilité. On dira, il y a des mères porteuses, ce qu'il n'y a déjà pas en Afrique. Non, quand on parle de mères porteuses, c'est qu'il faut quand même d'abord que quand vous parlez de mères porteuses ou de trucs, vous savez, en Europe, il y a ce truc-là qui est fait, qui ne peut jamais être consommé en Afrique ici. Où l'homme, quand la femme est infertile, l'homme va, comment on appelle, prendre son sperme qu'on va mélanger avec l'ovule d'une autre femme et qu'on va remettre à une mère porteuse et après, on va prendre l'ovule de la femme même. L'ovule de la femme, quand la femme ne peut pas reproduire, je pense que quand je parle, parce que, à ce que je sache, l'infertilité, il y a plusieurs niveaux en fait. Il y a plusieurs étapes. Très bien. Parce que l'ovule peut être en forme et son utérus aura des problèmes. Ça, c'est une autre étape. C'est pour ça qu'il y a les mères porteuses. Lorsque l'ovule est en forme et que l'utérus a des problèmes, une mère porte pour pouvoir l'aider à contenir l'utérus. La forme sur laquelle moi je veux me baser vraiment, c'est la forme où tout est, le dysfonctionnement est à tous les niveaux. Où la femme ne peut pas reproduire. L'homme aussi ne peut pas reproduire. Vous savez, quand on dit Dieu ne peut pas faire comme ça, pourquoi on voit les enfants naître avec deux têtes? On voit les enfants naître, c'est vrai, on dit des malformations. On parle de malformations. Dieu, vous êtes né parfaitement. Dieu a dit, vous êtes né parfaitement. Des malformations, l'alimentation, qui ne regarde plus Dieu. Généralement, c'est ce qu'on dit. Causé par les hommes. Causé par les humains. Tout ce qu'on dit, c'est causé par les humains. Voilà que le fait est là. Nous sommes là, vous avez épousé un homme, vous êtes femme, vous avez épousé un homme qui est infertile, une femme qui a peut-être fait des avortements, vous ne savez rien de son passé, c'est beaucoup de choses qui sont liées, c'est pas... Je le sais, je le dis et je précise, c'est ça que je dis, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, que quand la femme est infertile, je pense que ça peut entraîner le divorce, parce que je ne vois pas une femme avoir deux maris, je ne l'ai pas encore entendu quelque part, en Afrique, dans notre conception, mais je pense que si c'est, comment on l'appelle, la femme qui est infertile et que le mari est fertile, l'idéal serait de prendre une seconde femme pour quand même essayer de ne pas perdre cette dame qui quand même a de l'amour peut-être pour l'homme et qui n'arrive peut-être pas à reproduire. Et parfois même là où je voulais vous rejoindre... Le thème reproduit pour les humains, à concevoir. À concevoir. Est-ce que vous, Kadachio, vous êtes prêt pour que votre femme vous laisse quand vous, si c'est... Je ne le souhaite pas, mais si c'est votre cas et vous êtes infertile, est-ce que vous êtes prêt à dire à votre femme, bon, comme je n'arrive pas à donner, à concevoir, vous avez bien dit, c'est une question de conception de chaque homme. Moi, je ne pense pas garder prisonnier une femme, parce que je pense que le mariage, d'abord en Afrique, aujourd'hui, dans le monde, ou aujourd'hui même, l'un des piliers forts, c'est d'abord la reproduction. En Afrique, c'est symbolique. Quand vous épousez une femme et que jusqu'à après 2 ans, vous n'avez pas fait des enfants, on est amené de vous poser des questions. En Afrique et pour vous-même. C'est ça que je dis pour moi. Si moi, j'épouse une femme et que après 2 ans, 3 ans, je ne suis pas en mesure de reproduire, que je constate que je suis infertile, l'idéal, c'est de dire à la femme, je te libère. Et je vais vous ne l'aimez pas réellement. Et qu'elle ne vous aime pas réellement. Vous vous mariez pour faire des enfants, c'est ça? On parle d'amour, certes, il y a des amours, mais il y a ce qui concourt. Quand on parle d'amour, il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants qui sont très heureux. Est-ce que des parents sont très heureux.
Et qui vivent bien, qui vivent mieux que des gens qui ont 10 enfants. Si l'idéologie que vous prônez et la mentalité que vous avez est en phase avec votre épouse, et que votre épouse aussi n'a pas un grand amour, parce qu'il y a des couples qui, parfois, c'est comment on appelle, leur mentalité qui les entraîne à cela, à cette infertilité, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas une grande importance pour les enfants. Peut-être c'est dû peut-être à des déceptions ou peut-être à des situations infantiles qu'ils ont subies. Donc, eux-mêmes n'ont pas encore un amour propre, sérieux pour les enfants. Donc, ceux-là, s'ils arrivent à ne pas reproduire, ils peuvent s'entendre. Puisque qui s'assemblent se ressemblent, ils vont s'entendre. Mais si vous êtes marié à une épouse, à une femme, qui, elle, rêve depuis 19 ans, 20 ans que vous la connaissez, rêve, vous dit, je vais te faire un bébé, je vais te faire un enfant, et qu'au moment où vous vous mariez, 2 ans après, n'arrive pas à faire un enfant, ne soyez pas sûr et certain que ce mariage va aboutir. Il y aura forcément un dérapage. Et pour éviter ce dérapage, pour éviter d'avoir mal, il faut être courageux, il faut avoir, comment on appelle, les couilles pour dire quand même à madame, vraiment, je pense que on doit se séparer pour ci, pour ça. Si maintenant, elle-même, elle trouve que non, malgré cela, elle veut rester, et que ses parents ne sont pas contre, vous pouvez la garder en ce moment. Mais je pense que ce serait quand même pour moi un gâchis parce qu'elle peut reproduire, elle peut faire des enfants. En fait, vous pensez que le mariage, c'est un thème de gâchis qu'il faut le voir. Parce que quelqu'un, vous aimez réellement, c'est parfois même plus fort qu'un enfant. Lorsqu'on parle d'amour, on a un problème. Lorsqu'on parle d'amour, en fait, vous pensez que c'est un gâchis. Peut-être on n'a pas la même conception de ce qu'on appelle amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est comme une fondation d'une maison. Vous vous épousez pourquoi? Vous avez épousé la femme pourquoi? Pour qu'elle fasse des enfants? Elle vous a épousé pourquoi? Pour faire des enfants? Je ne sais pas qu'elle n'est pas une machine. Elle n'est pas une machine, mais je pense que les biens matériaux, faire des enfants, fonder une famille, l'assistance sociale, sont des choses qui convergent et c'est à la base de l'amour qu'on arrive à construire tout cela. Alors si j'aime une femme et que je n'ai pas d'argent, si j'aime une femme et que je ne suis pas en mesure de supporter ses charges, si j'ai une femme et que je ne suis pas en mesure de lui faire des enfants, vous voulez parler d'amour là à ce niveau comment? Qui sont très pauvres, mais qui sont plus heureux que ceux qui sont riches. Emmanuel Macron, il faut qu'on arrête de prendre exemple sur les autres, mais je pense parce que les conjonctures sociales et économiques ne sont pas les mêmes avec nous et n'ont pas les mêmes raisons. Moi, je ne suis pas Macron. Moi, je suis pas Macron. Pour les enfants. Moi, je suis pas Macron. Par exemple, pas pour les enfants, c'est des choix de vie que chacun fait. C'est ça que vous avez dit, c'est des choix de vie. Macron a fait son choix. Et je pense pas que. Et c'est en Afrique que c'est un problème. C'est en Afrique que ça c'est un problème. C'est un problème en Afrique. Pour l'instant, parce que ça évolue aussi. Pourquoi on veut tout copier des blancs en fait? C'est pas une copie. On a le même cœur. Donc vous pouvez aimer une femme pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut vous donner. Donc vous accepterez que votre enfant, par exemple, aille marier une femme qui est plus âgée de 35 ans que lui? Je ne le souhaite pas, mais c'est son bonheur. Vous ne le souhaitez pas, mais c'est son bonheur. C'est pour son plaisir. Moi, je veux que mon fils soit heureux. Son plaisir. Évidemment, oui. Je ne vais pas voir mon fils malheureux avec une jeune de 25 ans qui le tabasse. Ou qui le trompe tout le temps. Je n'ai pas envie de voir ça non plus. Donc je préfère le voir avec une vieille il est heureux. Qui sait qu'elle ne peut plus aller ailleurs et que maintenant, elle sera canisée. Les vieilles là sont très belles. C'est des cougars qui sont très belles, qui sont très bonnes pour chercher, bien sûr. Donc en fait, elles peuvent aller ailleurs, mais c'est qu'elles aiment aussi le jeune homme. Et donc, Laradé, je reviens à vous. Finalement, est-ce qu'il faut épouser une femme parce qu'elle peut concevoir? Parce que moi, j'ai vu des couples qui n'ont pas d'enfants, qui sont depuis 14 ans, mais franchement, qui sont plus heureux que d'autres couples qui ont 10 enfants, qui ont 15 enfants. Oui, moi, je crois que si ce n'est pas pour tenir compte de la société dans laquelle on est, en fait, ou la famille, notre provenance, si ce n'est pas cela, on a honte de sortir et de se montrer qu'on n'a pas d'enfants pendant des années. Si ce n'est pas cela, je crois qu'on peut bel et bien faire le mariage des années après, même jusqu'à la fin de nos jours, et sans avoir d'enfants. Ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas un crime. Parce que ce n'est pas un Donc souhait. vous aurez vécu sans enfants. Ce n'est pas souhaité. Ce n'est pas souhaité. Jésus-Christ l'a fait. Ça m'amène à vous poser quand même quelle conception avez-vous de l'enfant? Nous sommes africains en fait. Non. Avoir un enfant. Avoir un enfant, ne pas pouvoir s'en occuper. Tout le monde ne peut pas avoir un enfant, ne pas pouvoir s'en occuper. Ok, vous dites que vous aimez quelqu'un et que vous avez les moyens peut-être de rester avec la personne. Mais lorsqu'on dit dans le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Vous connaissez le meilleur et le pire. Mais c'est ce que je dis. Quand on parle de meilleur pour le pire, ça veut dire que pour le meilleur pour le pire, quand c'est la femme qui n'arrive pas à reproduire, moi, homme, je prends une seconde femme. Le pire, c'est quoi? Voilà. Mais quand c'est moi, personne ne l'épouse. Vous savez ce que je dis, vous savez, il ne faut pas penser du meilleur pour le pire et dans votre pire, chercher à nuire l'autre. C'est parce que moi... Le meilleur est d'être avec vous. Vous savez ce que ça veut dire d'avoir... En fait, moi, je suis une femme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire d'avoir un homme qui vous équilibre, même sans enfant.
que d'avoir un mari qui vous crée des problèmes tout le temps avec 10 enfants. Mais il faut chercher. Ah bien sûr, il y a des gens qui sont là avec vous, mais qui vous équilibrent, même sans un seul enfant. Mais ce que vous dites, moi je connais des couples, je connais très bien des couples qui sont vieux de plus de trentaine d'années, mais qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui sont pas si heureux, qui s'engueulent tout le temps. Donc qui s'engueulent, ça veut pas dire qu'ils sont pas heureux. Quand vous dites, être heureux, mais quand vous... 35 ans de vie sans être heureux, ils ne peuvent pas rester ensemble. Même si personne va partir. C'est clair. Vous savez, on est en Afrique. Et la femme qui se sent infertile se dit, pour la plupart du temps, c'est psychologique en fait. Qui va m'accepter? Qui va me prendre? Non, c'est oui. C'est parce qu'il y a des hommes. C'est parce qu'il y a des hommes comme Kader qui ne sont pas prêts à épouser la femme pour le meilleur et pour le pire. Je dis bien quand la femme est infertile, moi, Kader Achirou, je prends une seconde femme et je la garde. Parce que je dois faire des enfants, je dois quand même laisser le nom Achirou. Oui, mais à la longue, si c'est moi, Kader Achirou, qui est infertile, non, mais avant quand même de constater, de dire que c'est la femme qui est infertile ou moi, il y a quand même un diagnostic qui va être fait. Mais maintenant, si c'est moi qui me sens infertile, vous savez, on dit pour le meilleur et pour le pire. Mais si je vois que mon pire va lui créer des préjudices, pourquoi ne pas la libérer? Parce qu'elle ne peut pas avoir... Je dis au cas où parce que moi, je ne concevrai pas. Vous savez, dans la vie, il faut ne pas accepter pour autrui ce que vous ne pouvez pas accepter. Moi, je ne concevrai pas que moi, ma fille a épousé un homme et que des années, ma fille me dise que pour regarder l'amour, qu'elle ne peut pas me faire des petits-fils. Donc, je me mets dans la... Vous avez envie de voir des petits-fils? Des petits-fils, c'est pas... Nous sommes en Afrique. Je ne suis pas né à Paris. Je ne suis pas né dans une banlieue parisienne. Et en Afrique, je pense que voir un homme, quand il voit un petit-fils, il est heureux. Quand un homme voit un enfant, il est heureux. Il se dit, ah, voilà mon petit-fils, voilà mon arrière-petit-fils. C'est une richesse, c'est nous en Afrique. Et je pense que nous sommes toujours en Afrique et je pense que ça ne fait pas de nos valeurs et que nous devons préserver et conserver. Alors, non, quand vous parlez d'enfants à entretenir, nous avons des milliardaires qui ont quand même des petits-fils et qui sont à peine un petit-fils, deux petits-fils. Je ne parle pas de créer quand même une équipe nationale, une équipe nationale, je ne parle pas de créer une équipe nationale, mais quand même qu'on arrive quand même si c'est un qu'on refait, qu'on arrive à faire le 1, même si c'est deux qu'on refait, qu'on arrive à faire les deux. Je pense que c'est ça qu'il faut penser à cela. Maintenant, il y a des cas où l'homme envoie sa femme, ou bien la femme carrément pour protéger la famille. Non, ça. Oui, vous savez. Et le monsieur garde ça jalousement, comme des œufs. Dans certaines familles, ça, il faut déconseiller ça. Ça, il faut déconseiller ça. Non, parce qu'après, ça fait des voilà. Vous avez dit, il faut déconseiller. Alors qu'en Afrique et au Bénin, il y a certaines familles qui acceptent cela. Ou si le grand frère, c'est là il faut savoir ce qu'il faut prendre dans la modernisation, ce qu'il faut prendre dans la modernisation. C'est de l'inceste. C'est vous qui valorisez la fille. C'est vous qui valorisez les valeurs de l'Europe. Vous allez voir que ça finit par s'éclore. Parce que après, j'aime pas de frère. Après, le frère, quand il y a bruit entre lui et le grand frère, vous allez voir. Dans les écarts de langage, peut-être qu'il peut insulter son enfant bâtard. Parfois, il y a les écarts dedans parce que les hommes, ils savent. Mais parfois, l'homme ne sait même pas. La femme sort simplement, ramène une grossesse, et Kader est là. Mais vous dites non, vous ne savez même pas. On est en Afrique, et si elle va le faire, on le saura. On a des cas actuellement qui sont là, ils ont grandi dans une famille. Mais en fait, le père apparaît après. Ça, c'est encore cruel. Moi, j'ai un des gens qui m'a appelé avant-hier, qui m'a fait la confession. Il dit j'ai enceinté une dame. C'est le troisième enfant qu'elle vient de faire, mais son mari n'est pas au courant et il ne sait pas. Et les gens déjà 10 ans. C'est criminel. Ça, c'est criminel, par exemple. Il dit qu'il n'ira jamais les deux. Il m'a dit, moi, tata, je ne aujourd'hui, quand le fils, parce que lui, consciemment que vous avez une femme, il faut endosser les responsabilités. Il suit les enfants, il sait que ce sont mes enfants. Il le sait psychologiquement. Demain, quand les enfants seront Patrice Talon, président de la République ou bien des milliardaires, ce monsieur, il ne va pas s'afficher. Parce que quand c'est le bonheur, c'est partagé, mais le malheur, c'est pour toi seul. Ah oui. Mais demain, il peut aller revendiquer ses enfants. Donc vous, en tant que femme, vous allez accepter que si votre mari n'est pas fertile, d'aller vers le frère pour soi-disant avoir des enfants. Dans les familles, ça se fait. Et vous parlez d'amour. Vous parlez d'amour. Donc l'amour permet ça. L'amour tolère ça. Non, ça dépend des communautés. Il y a des communautés au Bénin où on dit, bon, même quand l'homme meurt, le petit frère récupère. Je respecte ça. Il y a des communautés au Bénin, quand l'homme meurt, en même temps, c'est le petit frère qui la femme n'est pas une chose, vous savez. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il faut copier en fait de la modernisation. Je ne suis pas dans cette communauté-là, donc il n'y a pas de risque en fait. Voilà, c'est mieux. Il n'y a pas de risque beaucoup mieux que ça arrive. Mais ce qui est sûr,
Je pense que l'amour n'est pas égoïste, hein, franchement, et que lorsque vous vous aimez réellement, c'est ce qui est le plus important. Donc l'enfant, c'est un don de Dieu, comme on le dit. Ça peut venir comme ça peut ne pas venir. L'essentiel, c'est de rester soudé. Et puis voilà. Merci Kader Achirou. Merci. Enoch Laradi, merci à vous. Merci à vous. Nous allons recevoir Anifat Boukari pour la page horoscope dans un instant. Anifat Boukari est installé pour la page horoscope et nous démarrons avec les amis béliers. Bonjour Anifat. Exact. Bonjour Nadège, amis des signes du zodiaque, bonjour. Bélier, vous serez animé de bonne volonté pour construire de façon concrète un amour. Taureau, un dilemme épineux vous sera difficile de résoudre. Gémeaux, vous manquerez d'inspiration aujourd'hui. Cancer, le domaine sentimental subit des variations quelque peu déstabilisantes. Lion, vous devrez également prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Balance, vous ne pourrez pas vous empêcher de poser des ultimatums. Scorpion, vous obéirez à des ressentis plus ou moins désordonnés. Capricorne, vous aurez l'occasion de vous faire affirmer pleinement. Verseau, vous aurez envie de sortir de votre zone de confort pour frissonner. Et pour finir, Poisson, votre journée favorisera toute forme de contact. Poisson, votre journée favorisera toute forme de contact. Ce sera tout pour ce matin. Bon vendredi à toutes et à tous. Merci à vous Anifat Boukari. C'était donc les prévisions astrologiques pour le camp de ce vendredi. On va se retrouver lundi prochain avec le même plaisir sur Free Matin. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Je rappelle qu'à 19 h, vous allez suivre la grande édition du journal sur Rezawe TV. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Au revoir et à lundi.